Salut et bienvenue dans Météo pour ce cours de parasitologie médicale qui porte sur le paludisme. Le paludisme est défini comme une érythropathie fébrile endémique épidémique due à un parasite protozoaire du genre Plasmodium et transmis à l'homme par la piqûre de la nouvelle femelle infestée. Il implique donc trois principaux acteurs dont l'homme, le Plasmodium, et le moustique à nouvelle femelle, où le Plasmodium est le parasite, le moustique en est l'hôte définitif, chez qui se passe la reproduction sexuée, et l'homme, l'hôte intermédiaire, qui héberge les formes larvaires du parasite. Voyons l'épidémiologie. L'homme se contamine principalement par la piqûre du moustique, mais la transmission peut être également par transfusion sanguine congénitale, par greffe d'organes ou accidentelle lors des manipulations par le personnel médical. 5 espèces du genre Plasmodium sont en cause. Ce sont le Plasmodium falciparum, qui est la plus fréquente et la plus dangereuse, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae vivace et le Plasmodium knowlesi. Leur morphologie révèle plusieurs formes évolutives au cours de leur cycle de vie. Cycle de vie qui est assez complexe, composé d'un cycle sporogonique qui a lieu chez le moustique et d'un cycle schizogonique qui a lieu chez l'homme. Sporozoïde est la forme infectieuse du parasite qui effectue le passage lors d'une piqûre de la nouvelle femelle, c'est-à-dire du vecteur vers l'hôte. Ces sporozoïdes se déplacent ensuite vers le foie où ils infectent les cellules hépatiques. Au niveau des hépatocytes, les sporozoïdes prennent une autre forme adaptée à la multiplication du parasite. C'est la forme trophozoïde. Ces trophozoïdes se nourrissent de contenu des hépatocytes, se développent, deviennent matures en subissant de multiples divisions nucléaires, puis se transforment en schizontes. Ces schizontes dites hépatocytaires, qui contiennent plusieurs noyaux, finissent par se diviser pour donner de mérozoïdes. Ces mérozoïdes sont ensuite libérés dans le sang où ils infectent les globules rouges. Il est à noter que parfois, notamment pour les plasmodiums ovales et vivaces, après l'infection des hépatocytes par les sporozoïdes, au lieu de se développer immédiatement en schizontes, certains sporozoïdes se transforment en hypnozoïdes, qui sont des formes dormantes, inactives du parasite. Ces hypnozoïdes peuvent se réactiver après des mois ou même des années et se développer en schizontes. À l'intérieur des globules rouges, les mérozoïdes prennent à nouveau la forme de trophozoïdes qui vont se développer pour donner un nouveau schizonte dit érythrocytaire. Dans certains cas, ces schizontes, juste avant de se diviser pour donner de nouveaux mérozoïdes, on peut observer à l'intérieur une structure dénommée le corps en rosace. Il est caractérisé par des noyaux répartis en périphérie en nombre variable selon l'espèce. Et au centre, on trouve l'hémozoïne, une substance pyrogène qui va être à l'origine de la fièvre dès que les globules rouges s'éclatent pour les libérer avec les mérozoïdes. Ces mérozoïdes néoformés peuvent infecter à nouveau d'autres globules rouges et ce cycle érythrocytaire va répondre plusieurs fois au niveau des globules rouges. À un moment donné, par un phénomène inexpliqué, les schizontes, au lieu de donner de nouveaux mérozoïdes, se différencient plutôt pour donner des formes sexuées du parasite, c'est-à-dire les gamétocytes, ce qui met fin au cycle du parasite chez l'homme. Lors d'une nouvelle piqûre de moustique, ces gamétocytes vont effectuer un passage vers le tube digestif du vecteur pour entamer le cycle sporogonique. Et c'est là qu'ils seront différenciés en gamètes mâles et femelles. L'union de ces gamètes va donner un zygote à partir duquel va se développer une forme dotée de mobilité appelée ookinète. Une fois formée, l'ookinète traverse la paroi de l'intestin du moustique et migre vers d'autres tissus comme les glandes salivaires du moustique. Là, les ookinètes se posent pour se différencier en oocyste. Oocyste qui est une structure en forme de sac contenant de plusieurs sporozoïdes qui seront libérés et effectuer de nouveaux passages chez l'homme au cours d'un repas occasionnel. Sur le plan physiopathologique, il faut noter que l'infection des globules rouges par les mérozoïdes entraîne parfois des modifications morphologiques et antigéniques des hématies parasités comme non parasités. On peut citer notamment la diminution de la déformabilité des hématies, l'auto-agglutination des hématies parasitées, le phénomène de roseting. Phénomène de roseting qui se manifeste par l'agglutination des hématies non parasitées autour des hématies parasitées, formant des structures en forme de rosette. Ce processus est principalement observé dans les infections causées par le Plasmodium falciparum et se produit lorsque les protéines de surface exprimées par le parasite sur les globules rouges infectés se lient aux récepteurs spécifiques présents sur les globules rouges non infectés. La conséquence de ce phénomène est que, premièrement, étant donné que les globules rouges parasités sont entourés de ceux non parasités, ils peuvent facilement échapper à la destruction par le système immunitaire de l'hôte. Deuxièmement, ce phénomène de roasting peut obstruer et altérer la microcirculation sanguine, perturbant ainsi la perfusion tissulaire et contribuant aux symptômes et complications graves associés au paludisme.
Un des phénomènes également observés dans les cas graves de paludisme causé par le Plasmodium falciparum est le phénomène de cytoadhérence des hématies parasitées à la paroi des vaisseaux sanguins. Cela se fait par l'intermédiaire de petites excroissances appelées NOPS émis à la surface des globules rouges infectés. Un mot sur l'immunité, il faut noter qu'il n'y a pas une vraie immunité en cas de paludisme. Mais dans les zones endémiques, à force d'être contaminées, on observe un état de tolérance du parasite, une immunité partielle qui offre une certaine protection contre les symptômes graves du paludisme et confère une capacité à ne pas mourir du paludisme. Cet état de tolérance au nom de prémunition est long à acquérir, incomplète, labile et spécifique. Passons maintenant à la clinique. Sur le plan clinique, il faut noter que l'incubation du paludisme est de 8 à 20 jours et puis apparaît la phase de primo-invasion. Cette phase de primo-invasion peut durer de 2 à 3 jours et se manifeste par un tableau pseudo-grippal et est caractérisée par des céphalées, nausées, des vertiges, une fièvre continue, c'est-à-dire non rythmée. Après cette phase de primo-invasion vient la phase d'état du paludisme. Cette phase d'état est caractérisée par des accès palustres. Un accès palustre ou crise palustre ou encore accès fébrile est le terme utilisé pour décrit les épisodes de fièvre rythmée caractérisés par une succession de frissons, chaleur, sueur, associés à des céphalées, nausées, vomissements, des douleurs musculaires et une hépatosplénomégalie à l'examen. Cet accès palustre peut survenir brutalement ou peut succéder à la phase de primo-invasion. Et quand il survient brutalement, ça commence par les frissons qui sont très importants durant 1 à 2 heures, puis brutalement les frissons s'arrêtent avec l'apparition d'une chaleur associée à une température élevée et un pouls accéléré. Cette période de chaleur dure 1 à 4 heures et est suivie par une phase de sueur profuse qui dure également 1 à 4 heures. Et après, cette phase de sueur va également s'arrêter brutalement, suivie d'une sensation de bien-être et d'un sommeil profond. Cette succession de frissons, chaleur, sueur va ensuite reprendre suivant un cycle de 3 ou de 4 jours selon l'espèce de plasmodium. Ainsi pour falciparum, on parle de fièvre tièse maligne, pour ovale et vivace, on parle de fièvre tièse bénigne et dans le cas de plasmodium malaria, on parle de fièvre courte. Après la phase d'état, l'évolution des symptômes peut se faire vers une guérison spontanée ou soit vers un accès palustre compliqué en cas d'absence ou de mauvais traitement. Un accès palustre compliqué ou accès pernicieux est observé dans les cas graves de paludisme. Il est caractérisé par la présence de tous les signes de paludisme associés à une anémie sévère, des problèmes de coagulation et une atteinte des organes vitaux comme le cerveau, les reins, le foie et les poumons. Cela peut se manifester par des troubles neurologiques, y compris des convulsions et comas, une insuffisance rénale, une jaunisse, un œdème pulmonaire et d'autres complications potentiellement mortelles. Autre tableau de paludisme grave, on peut citer la fièvre bilieuse hémoglobinurique, qui est une complication rare mais grave du paludisme falciparum, observée chez certains patients sensibles aux médicaments antipaludiques comme la quinine et la alofentrine. L'administration quand même de ces médicaments se solde par des réactions indésirables graves comme une anémie aiguë, une hémoglobinurie dite macroscopique, une fièvre et d'autres complications graves, notamment un choc vasculaire en raison de la destruction massive des globules rouges et une insuffisance rénale aiguë en raison de l'obstruction des tubules rénaux par l'hémoglobine libérée. On peut citer également d'autres formes graves comme le cas du paludisme associé à une infection à VIH ou le paludisme chez les expatriés qui ne vivaient pas en zone d'endémie et donc n'ont développé aucune prémunition. Voyons maintenant le diagnostic biologique. Le prélèvement concerne principalement le sang, mais peut également intéresser des pièces biopsiques comme les biopsies du rein, du foie, etc. dans les cas graves. Ensuite, l'examen de ces prélèvements peut faire appel à différentes méthodes de diagnostic, parmi lesquelles on peut citer les méthodes directes comme l'examen microscopique, la goutte épaisse et des frottis sanguins, les tests de diagnostic rapide, le PCR, des méthodes sérologiques à travers la détection d'anticorps et bien d'autres méthodes. L'examen de frottis sanguin consiste à observer au microscope une mince couche de sang étalée sur une lame, ce qui permet de mettre en évidence des stades évolutifs du parasite ainsi que l'aspect des hématies parasitées. La goutte épaisse, quant à elle, ne permet pas d'observer une mince couche de sang, mais plutôt une goutte un peu plus épaisse de sang, ce qui permet essentiellement d'avoir une concentration plus élevée de parasites à observer. Le test de diagnostic rapide est une méthode immunologique qui est basée sur la détection d'antigènes plasmodiales par immunochromatographie. Le PCR, qui est une méthode moléculaire basée sur la détection de l'ADN plasmodial, est plutôt moins utilisé pour le diagnostic de paludisme car coûteux et nécessite des équipements spécialisés.